Le Parti socialiste est exsangue, ses cadres sont découragés, ses militants s'envolent, ses cellules se vident. Le gouvernement bat des records d'impopularité. Enfin, ces élus sont congédiés. C'est le plus grand plan social que le PS ait connu, a dit l'un d'eux. Oui, et voilà. D'autre part... Mais alors, bon, on peut donner des raisons conjoncturelles à cette débâcle générale et dire, par exemple, que les socialistes, au lieu de se préparer sérieusement à l'exercice du pouvoir, se sont laissés intoxiquer et même endormir par leur propagande, et ils ont cru que l'anti-sarkozysme pouvait tenir lieu de politique. Ils paient aujourd'hui très cher cette paresse intellectuelle. D'autres leur reprochent au fond de se tuer eux-mêmes en menant maladroitement une politique de droite. Socialiste sans âme, il servirait les intérêts des classes dirigeantes, il serait, selon la formule de Marx, reprise à l'envi par Alain Badiou, les fondés de pouvoir du capital, au fond les gestionnaires de la domination. La première explication me paraît superficielle, la seconde purement idéologique. Le problème est beaucoup plus profond, et pour comprendre le sens de cette crise qui, en effet, est peut-être terminale, il faut remonter aux origines, c'est-à-dire à la définition première de la gauche. Jacques Julliard, qui est le plus grand historien de la gauche, écrit que celle-ci est née de la rencontre de deux grandes idées, l'idée de progrès et l'idée de justice. La gauche, le mouvement et l'égalité. Le mouvement, oui, c'est ça. Mais la gauche se présente ainsi comme le parti des Lumières, et même, pourrait-on dire, le parti par excellence de la modernité, si l'on admet, avec Léo Strauss, que le projet moderne, en tant que projet philosophique, consiste dans la volonté d'amener la société à une prospérité toujours plus grande. Ce qui distingue les temps modernes, c'est cette aspiration prométhéenne, donner une pleine réalité au droit naturel de chacun à une vie confortable et à l'épanouissement de toutes ses facultés de concert avec tous les autres. C'est prométhéenne un peu bas de gamme quand même, parce que, si vous voulez, il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans l'idée d'une aspiration prométhéenne à la salle de gym. Non, il ne s'agit pas que... Si vous voulez, non, il ne s'agit pas que... Il s'agit de soulager le sort des hommes. Oui, mais est-ce que dans le projet moderne, il n'y a pas l'émancipation quand même, par rapport... Soulager, mais c'est bien dire, donc donner le droit de chacun au confort, la vie bonne comme vie confortable, et en même temps, je l'ai dit, à l'épanouissement de toutes ses facultés de concert avec tous les autres. Ce qui veut dire que, si vous voulez, la modernité est à la fois, dans son essence, bourgeoise et de gauche. Elle est bourgeoise parce que elle valorise le confort, le bien-être, l'intérêt contre la morale aristocratique. Elle a ça en commun avec les marxistes, dont le fond, c'est de postuler que les conditions matérielles de l'existence sont... c'est aussi la grandeur du projet moderne. Elle est donc bourgeoise parce qu'elle valorise tout ça contre la morale aristocratique et contre la morale chrétienne. Mais en même temps, elle est de gauche en ceci que, justement, son anthropologie est universelle, égalitaire. Tout le monde aspire à sa propre conservation, à son bien-être. Et si, évidemment, il y a des inégalités, il devient très difficile, dans la société moderne, de les fonder en nature. Quand bien même on le ferait, eh bien, on contrevient au projet moderne, qui est de soulager le sort des hommes dans leur totalité, rendre la vie plus douce à tous. Mais est-ce que c'est pas tous aristocrates, dans le fond? Non, c'est tous bourgeois. C'est tous bourgeois, et ce qui fait donc que quand la bourgeoisie comme classe veut se réserver le monopole du confort, eh bien justement, elle entre en contradiction
avec le projet Non, mais je moderne. voulais dire, justement, c'est tous privilégiés. Oui, mais ce qui fait que la bourgeoisie, si vous voulez, Ouais. comme l'a montré François Furet, est frappée d'une sorte de mauvaise conscience essentielle. Mais justement, donc... Dans l'expression la plus alors d'ailleurs, la droite, c'est ça qui est très intéressant. Ouais. Je dis que la modernité est de gauche, mais quand la droite aussi est de gauche. Oui, parce que quand la droite met en cause la gauche, critique sa politique, c'est précisément non pas pour défaire l'alliance de l'idée de progrès et de justice, mais pour dire que la gauche ne fait pas ce qu'il faut, qu'elle est inefficace et qu'en guise de justice, elle, finalement, elle préserve, et on le dit beaucoup aujourd'hui avec les grèves, etc., oui. Les avantages, les intermittents, enfin, on dit surtout qu'elle ne les préserve pas, puisque le gouvernement... Les avantages à qui ? Voilà. Mais précisément, elle ne le fait pas parce que le gouvernement a lâché, et c'est ce qu'a dit Manuel Valls, ça a dit la gauche ne peut pas être ça. Oui, voilà. Mais la droite continue de lui reprocher d'être ça. Donc, si vous voulez, voilà à l'origine ce qu'est le projet moderne et en quoi on peut parler d'un sinistrisme, selon la formule de Thibaudet, de la modernité elle-même. Bon, d'ailleurs, ce qui fait que la gauche et la droite sont l'une et l'autre pour le changement, afin que se réalisant finalement la promesse moderne. Mais dans ces conditions, même l'exercice du pouvoir en tant que tel pour la gauche est presque impossible dans ce cadre-là. Non, il n'est pas impossible, mais je crois que ce qui meurt aujourd'hui, par-delà le marasme de tel ou tel parti, c'est ce qui entre dans une très longue agonie. C'est le projet moderne lui-même. Marx disait dans les Thèses sur Feuerbach, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, il importe aujourd'hui de le transformer. Voilà la réponse d'Odo Marquardt, un philosophe allemand d'aujourd'hui. Chaque philosophie de l'histoire n'a fait que transformer le monde. Il importe de diverses manières, il importe aujourd'hui de l'épargner. Si vous voulez. C'est la phrase de Camus, non ? D'éviter qu'il se dépasse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ce n'est pas la gauche qui meurt, c'est le paradigme, la façon de se rapporter au monde dans sa totalité, à l'être dans sa totalité, dont elle est issue. Non plus aujourd'hui changer le monde, mais sauver le monde, puisque nous sommes à l'âge des disparitions. L'autre jour, documentaire sur Arte, la disparition du sable. Je ne savais pas que le sable disparaît. Disparition des abeilles. On en parle un peu plus souvent. Et Pasolini... Disparition du sable ? Oui, du sable, disait-il. Et disparition des abeilles. Disparition, et ça c'est la première qui a été notée par Pasolini, un homme originellement de gauche, la disparition des lucioles. Au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique, je cite Pasolini, et surtout à la campagne, à cause de la pollution de l'eau, les lucioles ont commencé à disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Après quelques années, il n'y avait plus de lucioles. Aujourd'hui, c'est un souvenir quelque peu poignant du passé. Je crois que j'en ai jamais vu, moi. Voilà, les lucioles sont des espèces de... Oui, je sais ce que c'est, j'en ai vu dans les livres, en fait, moi non plus, je suis pas sûr d'en avoir lu dans la vraie vie, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de répéter mécaniquement les mots d'ordre du projet moderne, le changement, toute politique digne de ce nom devrait faire le catalogue de ce qui a disparu, de ce qui est en train de disparaître, et de ce qui ne doit disparaître à aucun prix. Et donc, si vous voulez, l'amour du monde ne passe pas aujourd'hui par le changement, c'est-à-dire par le ressentiment envers ce qui est donné, mais ce que la politique réclame, c'est là j'utilise le langage d'Hannah Arendt, c'est une conversion à la gratitude. La gratitude envers les choses invariables qui nous sont données. Et cette conversion du ressentiment en gratitude, je ne vois aucun parti politique aujourd'hui capable de l'opérer, pas même, et surtout pas même, les écologistes. Oui, mais comment dire, malgré tout, dans cette aspiration, par exemple, qui est quand même diffuse, cette aspiration à sauver ce qui peut être sauvé, voilà. Les gens ont quand même en politique, vous avez, eh bien, par exemple,
il me semble que la question des frontières est très importante. Et juste un mot pour faire un petit détour par l'actualité. On a la grève de la SNCF et les commentaires qui en ont été faits, par exemple, dans Le Point, si vous voulez, les naufrageurs, etc. Parce qu'il me semble qu'en réalité, je ne sais pas s'il n'était pas vraiment question de statut, en fait, qu'en réalité, il y a aussi, même sans le dire, cette volonté de rester dans un monde dont on puisse définir des règles. Oui, dont on puisse définir des règles. Et on voudrait pouvoir sauver les services publics, oui, au lieu de succomber au dogme de la concurrence libre et non faussée. Mais pour arriver à ce que vous dites, je voudrais... Oui, il faut refaire les étapes. Il faut continuer ma réflexion sur le projet moderne. Car c'était un projet, c'était une vision de l'histoire universelle. Il s'agissait, si vous voulez, d'amener l'humanité tout entière à cet état de bien-être, de prospérité, au moins relative. Or, il s'agissait aussi de l'amener à la liberté, à l'émancipation, à la liberté, c'est quand même ça qui est au cœur. Avant, si vous voulez. Non, mais c'est pareil. Oui, mais c'est la bonne vie, c'est pas simplement l'harmonisation paisible des intérêts. La liberté aussi, parce que justement, c'est-à-dire, il s'agissait de faire de l'homme un sujet, maître de ses actions, maître de lui-même. Mais aujourd'hui, on ne souffre pas, et c'est là où je voulais vous emmener. Aujourd'hui, on ne souffre pas, si vous voulez, d'une restriction de nos libertés. On souffre d'un excès de liberté. Mais vous allez tellement vite. Pardonnez-moi. Vous m'obligez. Non, alors je ralentis, mais vous allez très vite parce que vous êtes très intelligent. Non, et moi, je pense laborieusement, étape par étape. Mais c'est vrai. Mais j'arriverai, j'espère, à ce que vous dites. Mais donc, il y avait un projet d'émancipation générale et un projet de soulagement général. Or, précisément, cette vision de l'histoire universelle est pulvérisée, mise en échec par ce que Huntington a appelé le choc des civilisations. Et ce choc des civilisations, il a lieu maintenant du fait d'une immigration mal maîtrisée à l'intérieur des nations européennes. Et il est également par le marché, et il l'aurait été tout autant, sans doute, par le règne du marché. Sans doute. Mais c'est cela que la gauche ne veut pas voir. Elle refuse obstinément de penser en ces termes, elle se rebelle contre l'évidence, elle oppose une fin de non-recevoir, même une fin de non-percevoir, à la violence qu'engendre le multiculturalisme, j'y arriverai, forcé des sociétés européennes. Elle plaque sur cette réalité explosive le schéma sempiternel de la domination. Et c'est cette fonction d'étouffoir que remplissent aujourd'hui les sciences sociales. Les disciples de Bourdieu s'appliquent à passer sous silence ce fait mis pourtant en lumière par les sciences humaines. Toute humanité appartient à une culture, c'est-à-dire à une compréhension, qui structure, une compréhension préalable, une compréhension collective qui structure son expérience du monde. Donc, si vous voulez, et c'est précisément parce que la gauche refuse de penser en termes culturels qu'elle perd le peuple. Mais est-ce que c'est pas... Elle perd le peuple, D'accord, alors est-ce que c'est l'aboutissement du projet moderne, si vous voulez, qu'il n'y ait plus l'ombre d'un intermédiaire, d'un corps intermédiaire entre l'individu, disons, livré à ses désirs, en quelque sorte, au marché à ses désirs, et précisément le marché. Non seulement la gauche actuelle refuse de prendre acte de cette pluralité conflictuelle des civilisations jusqu'au sein des nations européennes, mais elle s'identifie à l'hubris moderne, à sa démesure, c'est-à-dire à ce que le projet moderne a de plus inquiétant, constituer un sujet capable d'affirmer sa souveraineté sur lui-même et sur le monde, un sujet donc désoriginé, délocalisé, déterritorialisé, comme disait Deleuze, séparé de toute détermination, hors sol, qui se choisit lui-même et qui, au fond, puise à volonté dans un monde
conçu comme un catalogue d'options disponibles. La querelle sur le genre est extrêmement symptomatique à cet égard. On voit le parti pris de la gauche. Or, cette mobilité, cette plasticité, cette abolition du même et de l'autre dans une espèce de métissage généralisé, et c'est une menace pour notre civilisation elle-même. Vous l'avez rappelé, vous l'avez rappelé, cette très belle expression. Peut-être est-elle de vous d'ailleurs, le déménagement du monde. C'est vous, je crois, qui avez employé ça. C'est Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et vous l'avez employé. Et c'était émouvant de le voir toucher la vérité, mais sans l'éloigner aussitôt, puisque il ne tire pas toutes les conséquences de cette observation, de cette conceptualisation, et c'est précisément parce que il reste en deçà de ce qu'il dit que lui-même fait des scores électoraux aussi médiocres et que ça le plonge dans une profonde dépression. Mais il a les moyens. Il devrait simplement s'écouter pour sortir de son propre mal. Oui, mais on a réussi à faire entrer dans les tables de la loi morale, et non plus comme un élément discutable, un élément historique comme un fait historique discutable, le fait que l'immigration massive et permanente, en fait, parce que nous parlons de flux, c'est ça le déménagement du monde, c'est l'idée d'un flux permanent, d'arrivée, de nouveaux arrivants permanents. Tout est flux, la géographie même devient géographique des flux. Et donc il n'y a plus de contenu d'accueil, il n'y a plus de culture d'accueil. Donc je crois que la gauche et la droite avec elle, si vous voulez, doivent mourir, peut-être, pour que nous changions enfin de paradigme et que nous élaborions une autre philosophie que celle du projet moderne. Oui, alors donc dans le fond, entre les deux critiques de la gauche que vous avez citées au départ, vous choisissez la troisième, qui est en quelque sorte celle de Jean-Claude Michéa, en partie, pas complètement, et qui est la critique conservatrice. C'est-à-dire, sauf que Jean-Claude Michéa, lui, veut, dans le fond, dit l'antidote à la gauche, c'est le socialisme. C'est le retour au socialisme originel. Oui, il veut un socialisme originel. Je ne sais pas très exactement de quoi il parle. En plus, si je me souviens bien, Jean-Claude Michéa a une sorte de confiance émouvante dans le peuple et les vertus la common populaires. decency. Il n'y a de decency que common, comme si précisément les autres classes n'avaient rien apporté à la civilisation européenne. Non, mais il n'envisage pas que la mutation anthropologique ait pu déjà avoir lieu, et ne se pose pas la question d'ailleurs de savoir si ce peuple qui veut garder des usines chez lui ne veut pas aussi acheter son iPhone ou sa menuiserie au prix du travail chinois ou polonais. Oui, il y a aussi ça aussi. Donc si vous voulez, ce désir de consommation, il n'est certainement pas l'apanage simplement des riches qui seraient... si vous voulez, il y a une espèce de... D'abord, il n'est pas l'apanage des riches, et les riches n'ont pas toujours été réduits à leur richesse. Cette définition du bourgeois, simplement par l'aspiration au confort et au bien-être, est certes inscrite dès la naissance de la société moderne, mais la bourgeoisie avait une gamme plus vaste d'expériences. Elle a aussi choisi la voie de la distinction par la culture. Donc la distinction n'était pas par la culture et par la transmission. Et par la transmission, ce qui va de pair. Ce qui va de pair. Mais donc tout cela est en train de mourir, mais en même temps, nul ne peut s'excepter facilement de ce projet. Il y a un devenir touriste de l'homme moderne, hors sol, séparé de toute détermination. Mais ce tourisme, nous le voyons aussi, si vous voulez, se développer, se déployer en nous-mêmes. Et quand vous empruntez mon téléphone portable, vous contribuez au déménagement du monde, cher Alain Finkielkraut. Et quand je suis moi-même un consommateur hébété, je suis partie prenante de cette hubris-là, mais il nous reviendrait quand même de réfléchir à ce phénomène, et il y a une espèce de crispation sur les catégories de droite et de gauche, comme si le projet moderne n'était pas lui-même
arriver à épuisement. Donc, on a l'impression que la politique est une scène où on répète sans cesse les mêmes répliques sans prendre acte de ce qui se passe en réalité dans notre monde. Mais est-ce que le projet de cette mutation métaphysique? Mais est-ce que ce projet moderne, il n'est pas, comment dire, en réalité arrivé à son aboutissement? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de mourir de sa réussite parfaite, c'est-à-dire libérer effectivement l'individu d'un nombre croissant de chaînes? Oui, et ma deuxième question, c'est à ce moment-là, est-ce qu'aujourd'hui le mot d'ordre en avant vers l'arrière, en quelque sorte, devrait être le nôtre? Est-ce qu'il faut, comme le dit par exemple Jacques de Witt, qui tourne autour de cette question d'un nouveau conservatisme, de refonder le conservatisme, quels seraient les nouveaux clivages si vous ne voulez pas que ce soit eux et nous? Je ne sais pas quels sont les nouveaux. Je ne les vois pas apparaître dans la classe politique d'aujourd'hui, puisque, encore une fois, elle rejoue toujours la même scène avec les mêmes textes. Ce que je constate, si on en reste à la question civilisationnelle, c'est qu'aujourd'hui, seul le parti dit d'extrême droite prend acte de cette nouvelle réalité. Et j'en suis absolument désolé, car on le fustige comme si nous étions encore au XXe siècle, comme si on pouvait plaquer les schémas des années 30 sur la réalité actuelle, et ce faisant, on contribue à son succès. Vous avez raison, mais est-ce qu'il n'y a pas, à la fois chez les électeurs de ce parti et chez d'autres, le fantasme, pour le coup, réactionnaire, au sens propre du terme, d'un retour à une sorte de passé, existant ou pas existant, d'ailleurs, qui a existé en partie et pas et qui est peut-être pas aussi clair que ce qu'on veut bien croire, mais est-ce que de toute façon, ça n'est pas une autre impasse? Je ne sais pas si on peut parler. Est-ce qu'on est condamné, si vous voulez, par exemple, on vous traite toujours de comment dire, je voudrais que vous répondiez dans le fond à l'accusation d'être une pleureuse, de quelqu'un qui ne peut que déplorer, et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi déplorer. Et je pense. Il est vrai, pardon. Je pense que cette sensibilité-là ne doit pas être, si vous voulez, critiquée ou méprisée, frappée d'opprobre. Je crois que nous vivons l'âge des disparition, et que le moins que nous devrions faire, c'est de savoir prendre le deuil. Il y a des choses qui ne doivent pas disparaître. Quant à un retour à un âge d'or perdu, il n'en est pas question. C'est pourtant ce que me reproche. C'est ce qu'on vous prête aujourd'hui dans Le Monde, daté de dimanche et lundi. Une femme qui a écrit une grande tribune pour dire que, en fait, toutes les pensées déclinistes ont été formulées par des hommes. Elle cite Nicolas Parfait. Non, c'est pas vrai. Elle cite Alain Finkielkraut et Pascal Bruckner et d'autres encore. Elle dit, bien entendu, pourquoi le font-ils? Parce qu'ils pour asseoir leur domination sur les femmes. Parce que, bien entendu, ils sont en train de perdre leur maîtrise ancienne. Le monde qu'ils regrettent, c'est le monde de la domination masculine. Ah ouais, ça, je crois qu'il faudra quand même un jour parler de la forme de domination féminine qui peut s'exercer. C'est tellement ridicule, si vous voulez, que on se dit, donc... Je voulais vous citer quelque chose qui... Ça veut dire quand même qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont tellement associés à la démesure moderne qu'ils sont incapables même de regretter ce qui fut. Et j'ajoute une chose, il ne s'agit pas de revenir à un âge d'or, il s'agit très concrètement de reconquérir les territoires perdus de la République. Et est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Et s'il n'y a que ceux à qui on applique l'étiquette d'extrême droite qui le font, je vous dis, leur succès électoral ne cessera de s'amplifier.
C'est vrai, et je vous cite un sondage qui a frappé un auteur de Causeur et qui devrait vous frapper, qui a été fait par SOS Éducation, et où l'on voit que 54% des professeurs disent avoir connu un burn-out, ce qui prouve ils font partie de cette époque qui les abandonne, l'emploi de cette idée du burn-out permanent. Oui, et que répond la gauche? Que répond la gauche? Ils sont pas assez payés. Ils sont pas assez payés. Et 51% ne veulent pas que leurs enfants soient profs. Ça, voilà. c'est intéressant. On dit ils ne sont pas assez payés, et on dit aussi la crise sera résolue quand on aura réussi à résorber le chômage. Voilà de quel aveuglement on se rend coupable quand on ne veut pas prendre acte du problème civilisationnel auquel nous sommes confrontés. Bon, merci. La gauche le paye très cher. Merci beaucoup, cher